Dans les années 90, j'étais déjà médecin et je travaillais relativement beaucoup. Et je lisais dans les journaux, il y a 20 000 médecins de trop, il y a 30 000 médecins de trop en France. Je ne savais pas trop d'où ça venait. Et puis un jour, je me suis intéressé à la vie des médecins parisiens, des médecins français au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y avait environ 10 fois moins de médecins que maintenant. Et ils avaient un problème, c'était la pléthore médicale. Les journaux médicaux, les ancêtres du gym qui étaient sur papier à l'époque, et il y avait même des livres du doyen de la faculté de médecine sur la pléthore médicale. La pléthore médicale, c'est la crainte que les jeunes vont venir envahir la profession. À l'époque, ce n'était pas seulement les jeunes, c'était aussi les femmes. C'est intéressant de le savoir, et c'est aussi les étrangers. L'idée de la pléthore, la crainte de la pléthore est très largement fantasmatique. Il y a la responsabilité des économistes qui pensent que moins il y a de médecins, moins il y a de dépenses de santé, ce qui est évidemment faux, et la responsabilité des syndicats de médecins libéraux qui pensent que moins il y a de médecins, plus les revenus de chaque médecin seront importants, ce qu'on pourrait discuter aussi. Parce que vous avez deux moyens de devenir médecin. Passer un concours difficile ou contourner. Il y a la technique, je fais une licence de marketing, le marketing ça peut être utile pour la pratique médicale, je fais une licence de marketing ou de lettres ou d'histoire ou d'une autre discipline, et grâce à mon bagou, parce que c'est ça qui compte, je vais entrer en médecine au-delà du concours difficile. Alors ça, c'est évidemment inadmissible, c'est totalement inadmissible. Deuxième type de contournement, le concours est trop difficile pour moi, je ne vais jamais y arriver, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller à l'étranger. Je vais aller où à l'étranger? Pas à Stanford, pas à Berkeley, à Cluj. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces facultés francophones situées dans l'Union européenne? On apprend moyennant finance, la médecine en français, puisque les enseignants roumains ont la gentillesse de parler français. Bien entendu, on ne peut pas parler à un seul malade, puisque les malades roumains n'ont pas encore eu la gentillesse d'apprendre le français. On fait 5 ou 6 années d'études, probablement difficiles. Je ne sous-estime pas la difficulté et éventuellement la souffrance morale des centaines et des centaines d'étudiants français qui sont dans ces facultés-là. Et puis, si on veut, on ne peut pas exercer en Roumanie pour deux raisons. D'abord, on ne parle pas roumain, et puis ensuite, il y a un examen de fin d'études en Roumanie. Mais en France, il n'y en a pas. Alors on revient, et comme on est citoyen français ou européen, on passe les ECN. Les ECN, c'est l'examen le plus extraordinaire du monde, c'est-à-dire pas un examen, c'est pas un concours, c'est autre chose. C'est une épreuve du 3e type, on va dire. Tout le monde est reçu. La responsabilité des gens qui sont en charge de ça, ce qui est assez difficile de les désigner, c'est de supprimer tout ça, bien entendu. Ça serait la logique. Mais les professions intermédiaires, les gens qui en parlent évidemment n'ont aucune idée de ce que c'est, mais ça existe. Alors ça existait en France pendant tout le 19e siècle, ça s'appelait les officiers de santé. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est très intéressant. Et ça existe dans des pays très développés comme les États-Unis par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire profession intermédiaire? Ça veut dire qu'il faut être clair. Si vous êtes riche, vous avez droit à un soignant Bac plus 12. Si vous n'êtes pas riche, vous avez droit à un soignant Bac plus 5, Bac plus 4, Bac plus 3. Je vais encore vous citer une profession intermédiaire. Les médecins aux pieds nus de la Chine de la Révolution culturelle, c'était 6 mois. C'était pas Bac plus 3 ni 4, mais ils étaient médecins quand même. Ils allaient dans les campagnes parce que c'était ça ou rien. Alors si on estime qu'en France, c'est ça ou rien, on peut effectivement avoir recours aux professions intermédiaires. Mais les professions intermédiaires, c'est une diminution obligatoire de la qualité de la médecine. Mais bien entendu, je suis pour favoriser le fait que des infirmiers et des infirmières qui ont le talent et qui ont fait les études nécessaires accèdent à plus de responsabilités, ce qui est un sujet un peu différent. L'esprit général du numerus clausus, c'est-à-dire diminuer le nombre de médecins, s'oppose à ce que les tâches médicales soient remplies, qu'il s'agisse des déserts médicaux ou des autres tâches. Moi, je dirais que dans un système libéral au vrai sens du terme, pas au sens actuel du terme, libre, dans un système libre,
comme celui que nous connaissions en France avant 70, il y a un équilibre. L'équilibre, le nombre de médecins est déterminé, si vous voulez, pragmatiquement par la façon dont ils exercent la médecine. S'ils sont peu nombreux et qu'ils ont à la fois beaucoup d'activités, beaucoup de revenus, leur nombre va augmenter. S'ils sont trop nombreux et qu'ils ont à la fois peu d'activités et peu de revenus, leur nombre va diminuer. Et c'est comme ça que ça s'équilibre, avec bien entendu une évolution qui dépend du progrès scientifique, du progrès technique, du progrès social, etc. Les mesures coercitives à l'installation, on en entend parler de temps en temps, vous en citez une, obliger les plus mal notés aux ECN des exercices, ça c'est extraordinaire, vous êtes mauvais en médecine, donc vous allez soigner les paysans, alors bonjour, je ne sais pas ce que va dire la FNSEA en entendant quelque chose pareil, donc ça n'a aucun sens. Les mesures coercitives, globalement, n'ont aucun sens parce qu'on est dans un pays libre où les gens sont libres. Une sélection à l'entrée des facultés de médecine, c'est la solution à plein de problèmes. Mais c'est autre chose. C'est autre chose, ça changerait les habitudes françaises, ça pourrait être une école supérieure de médecine, comme il y a une école normale pour les instituteurs, une école normale supérieure pour les professeurs, une école polytechnique, une école, etc. Il pourrait y avoir une école supérieure de médecine. Il faudrait différencier et valoriser la fonction d'enseignant, celui qui est responsable des internes, celui qui est responsable de l'enseignement. Alors ça existe évidemment, mais probablement pas assez. Et moi je dirais que le fait de se spécialiser dans la pédagogie médicale, certains le font déjà, je vous le dis tout de suite, mais c'est probablement pas assez institutionnalisé et pas assez valorisé. Il y a un point très très important qui est lié aussi au numerus clausus, c'est que cette formation initiale, maintenant on le dit assez, mais je ne sais pas si on le fait assez, doit s'exercer non seulement à l'hôpital, mais aussi dans des endroits, je dirais, où les malades ne dorment pas. Évidemment, si vous limitez les capacités de formation au service de CHU, ce n'est pas la même chose que si vous l'étendez à l'ensemble des lieux où on pratique la médecine en France. Le simple fait de calquer le nombre de futurs médecins qui devrait augmenter sur le nombre de lits d'hôpitaux qui devrait diminuer, on voyait dès le début qu'on allait directement dans le mur où nous sommes.